on va écouter donc Sophie Agulon qui a commencé un travail sur la réflexion en termes de management public et penser comment est-ce qu'on a pensé en fait la gestion du secteur public. C'est large, effectivement, en prenant deux auteurs, un qui nous est donc assez maintenant familier, qui est celui d'Henri Fayol, mais aussi donc à moins connu, mais et surtout qui fut quand même président des États-Unis, c'est pas donné à tout le monde. Donc effectivement, et qui fut aussi un penseur de l'administration publique, ce qui nous permet de faire un peu des comparaisons entre ces deux mondes. Donc Sophie, on va t'écouter au niveau des entrelacements théoriques des sciences administratives de part et d'autre de l'Atlantique. Super. Est-ce que tout le monde arrive à me voir si je me mets là? Oui. Parce que si après je cache le PowerPoint, je me positionne là et il voit quand même le PowerPoint. Oui, si tu veux, je te laisse la place, hein, si tu veux. Je te laisse, vas-y, installe-toi. Voilà. Oui, non, ça va être beaucoup plus simple. D'accord. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous rencontrer donc en présentiel ou en ligne. Alors, ma spécialité n'est pas au départ le management public, donc on va dire que c'est une recherche où je me mets un peu en danger. En fait, cette recherche, elle dérive d'un travail plus profond que je fais avec un collègue historien de la pensée économique, donc Thomas Muller. Thomas Muller qui travaille avec moi donc, à l'Université Paris 8. Et en fait, ce qui nous a mené à ces interrogations sur Wilson, ça a été au départ un questionnement sur les lois antitrust liées à des phénomènes d'injonction qui m'intéressaient par ailleurs. Et cette contribution a débuté d'abord sur une idée un peu naïve de ma part, ça a été de me dire mais comment se fait-il, maintenant que j'ai beaucoup plus en tête la théorie des sciences de l'administration de Wilson, que Wilson soit considéré comme une figure de base aux États-Unis qu'on enseigne dans les manuels de management et que, à titre personnel, j'en ai jamais entendu parler ou que j'ai jamais rien lu à ce sujet dans mes propres manuels de cours ou en tout cas que je n'ai pas entendu parler de cet auteur-là. Et un autre élément aussi qui m'avait beaucoup marqué, c'est de me dire, bon, on parle beaucoup de New Public Management, mais donc c'est quoi l'ancien, quelque part ? Donc, avec ces questionnements assez naïfs, finalement, ça m'a amené à me dire pourquoi, finalement, est-ce qu'on ne considère pas tellement plus Woodrow Wilson ? Quels sont les rapprochements aussi qu'on peut faire avec Fayol, qui a été un théoricien de la science administrative, même si ce n'est pas tout à fait sur la même partie d'administration qu'il a mené ses études, de la même façon qu'on retrouve aussi d'autres grands auteurs soulignés ce matin, notamment, par exemple, on peut penser à Courcelles-Seneuil. Bref, pourquoi effectivement pas plus de parallèles, alors que finalement, l'histoire de la France et des États-Unis, en cette fin du 19e, début du 20e siècle, présente en tout cas des parallèles frappants. Donc, l'idée pour moi était de mieux connaître deux auteurs phares et originels afin de mieux appréhender ce qu'est finalement la science de l'administration, le management public, d'un point de vue ontologique. Alors, je vais passer un peu plus de temps sur Wilson parce que je pense que c'est l'apport principal que je peux faire aujourd'hui, étant donné qu'on a déjà des grands spécialistes de la pensée finalement managériale française, même si ce n'est pas un focus particulier sur le management public. Je voudrais souligner un peu des grands temps de Wilson, à la fois en tant qu'individu, chercheur, et puis aussi homme politique. Donc, Wilson, au départ, en fait, il est d'une grande fratrie. Il est effectivement un enfant de pasteur et fort intéressé par tout ce qui va être des théories plutôt quand même organicistes, hein, que ce soit de la religion, que ce soit effectivement d'autres institutions. Il va aussi avoir un rapport à la responsabilité individuelle extrêmement fort. Et bien qu'il passe pour un caméléon politique, au niveau de sa pensée, on peut voir que c'est quelqu'un qui a énormément écrit sur le temps long, toute sa vie, y compris pendant ses mandats de présidence. Donc, il a toujours évolué et toujours enrichi sa pensée, y compris effectivement d'éléments de pratique que nous verrons un peu plus loin. Donc, en tant que politiste, et finalement, Wilson s'est beaucoup intéressé à la science de l'administration. En fait, il est même fondateur de cette science au regard d'un certain nombre de manuels aux États-Unis. Son idée était de se dire que
en fait, la manière de gérer l'État n'est pas un détail par rapport à ce que pouvaient penser, par exemple, les sciences politiques ou le droit. Il ne suffit pas de créer une norme, il ne suffit pas d'avoir un mode de gouvernement pour que la gouvernance soit innée et soit acquise. Donc, c'était son idée de doctorat. Donc, finalement, il a fait un doctorat sur le Congrès où il explique les différents modes de gouvernement, les difficultés aussi, finalement, de gestion liées au mode démocratique par opposition à d'autres modes européens à l'époque et un peu plus en amont. Et ce qu'il essaie de montrer, c'est quelle va être la place de 3 facteurs, la législation, le politique et le politicien de manière générale, et puis l'administration. Et quel va être le rôle finalement des administratifs et des administrateurs. Contrairement à ce qui est souvent répandu dans les manuels aux États-Unis, il n'oppose pas le politique et l'administration. Il montre leur complémentarité, il explique l'importance d'une certaine pérennité et puis aussi le rôle que le politique a en lien avec les idées de la société, mais pour autant la nécessité de préserver un fonctionnement étatique opérationnel, quelles que soient les tendances politiques au pouvoir. Il a fait sa thèse auprès de Eli, donc le grand économiste le plus en vue de l'époque, donc à la Johns Hopkins. Mais Eli et lui ne sont pas spécifiquement, effectivement, en bons termes. On va dire que la relation avec Eli se pacifiera au fur et à mesure de l'ascension sociale de Wilson. Donc, voilà, c'était comme quoi les rapports avec les directeurs de thèse, tout ça, ça n'a jamais toujours été évident. Wilson va pas seulement écrire donc une thèse, il va écrire tout au long de sa vie. Il sera un moment dean, donc il va monter en fait dans la hiérarchie académique de manière régulière. Il aura un certain nombre de victoires d'ailleurs en tant qu'administrateur des universités dont il aura la charge. Quelquefois, il se fera prendre au jeu de la consultation parce que comme il est quelqu'un d'extrêmement actif et impulsif, il a tendance finalement à ne pas assez utiliser les outils de concertation pour faire adhérer à ses idées. Donc, quelque part, ces premières théories sur le management public, tel qu'on pourrait l'imaginer, vont déjà être remises un peu en question par sa propre pratique. Il est élu ensuite gouverneur du New Jersey, connu comme un État favorisant les pratiques de trust. Et lui, au contraire, il va réguler beaucoup cet État-là, même en tant que nouveau venu. Il va même parfois être d'accord avec certaines lois républicaines au niveau de la régulation du travail des femmes et des enfants. Donc, en fait, les démocrates l'ont investi sur un poste clé gagnable en pensant qu'en tant que nouveau venu et avec son prestige académique, il serait facilement contrôlable. Clairement, il ne sera pas très obéissant dans sa carrière. En revanche, il va continuer chaque fois à progresser intellectuellement parlant. Vient le moment où, après, il est investi par les démocrates pour la présidentielle de 1913, qu'il gagne aussi, je pense, parce qu'il y a eu un coup du sort avec la présidence de Roosevelt et notamment avec le rapprochement de Roosevelt avec des gros magnats de l'économie américaine suite, en fait, à un crash boursier. Donc, Wilson est élu de manière un peu surprenante parce que les voix se divisent quelque part entre les républicains et un nouveau parti créé par Roosevelt qui est dissident. Donc, il est élu, c'est le plus jeune président élu aux États-Unis encore aujourd'hui et c'est le seul président américain élu avec un doctorat et une carrière académique aussi accomplie. Même si, évidemment, après, il y a eu Barack Obama, mais Barack Obama n'a pas de PhD. Il va continuer toujours à avancer aussi sur le plan intellectuel. Il va se confronter aux idées progressistes portées notamment par Roosevelt, qui est son prédécesseur et son plus gros adversaire politique. Et en fait, il va se nourrir petit à petit d'idées progressistes. Et c'est là que finalement, des grandes notions comme l'efficience et la fairness, donc quelque part une forme de justice sociale, vont petit à petit imprégner sa pensée et sa manière de faire politique. Après une première année où il enchaîne les victoires sur des grosses réformes telles que les droits de douane ou encore la réforme de la Banque centrale américaine, Wilson se heurte à un premier mur lorsqu'il s'agit de réformer les trusts. Il se fera conseiller par Louis Brandeis, qu'on peut aussi connaître par rapport à ses affinités avec le secteur ferroviaire et avec l'idée que l'efficience et le management scientifique, terme inventé justement par Louis Brandeis,
pour diffuser la pensée de Taylor peut permettre d'arriver à un nouvel accord entre quelque part science, société, patronat, ouvrier, et ça va inspirer Wilson, tout ça. Donc là, je ne vais pas vous détailler ce qui s'est passé sur tout l'événement de l'antitrust, comment en fait il a d'abord perdu la bataille médiatique et l'a regagnée grâce à d'autres personnages, mais tout ça pour vous dire qu'on est sur un président qui a travaillé sa science administrative aussi par rapport à la pratique. En France, on a d'abord la science administrative qui apparaît au début du 19e siècle, selon Guglielmi. En revanche, le droit administratif absorbe finalement ce début de science administrative sous la notion de puissance publique. En fait, un certain nombre de considérations comme le service public, etc., vont être absorbées par cette discipline. On doit d'ailleurs beaucoup justement à Maurice Horiot à ce sujet. Et en fait, cette idée de science administrative réapparaît un tout petit peu plus tard, au début du XXe siècle, à peu près en fait au même moment où Wilson est président, parce que justement, avec le taylorisme qui se diffuse, un certain nombre de grandes idées reviennent sur le devant de la scène. Donc, je suis désolée parce qu'effectivement, la barre gêne un petit peu peut-être pour les notes, mais ce n'est pas grave. Hop. Et finalement, au début du XXe siècle, on assiste aussi en France à une stabilisation de la science administrative, tant privée que publique. Déjà parce qu'effectivement, Taylor est promu bien au-delà d'ailleurs de ses propres cercles, et notamment par des gens influents comme Louis Brandeis et Woodrow Wilson, indirectement, par sa manière de faire politique. Et aussi parce que des gens comme Fayol vont évidemment promouvoir leur propre doctrine, qui se réapparentera à du management scientifique un peu plus tard dans le temps, mais historiquement, quand même, c'est proche. Et finalement, on sait aussi que Fayol a aussi contribué à la stabilisation de cette doctrine administrative publique un petit peu plus tard, lorsqu'il a effectivement été commandité pour un certain nombre d'analyses d'usines publiques, de fabriques publiques. Donc, j'avais pu évoquer aussi Courcelles-Senneuil, donc qui est aussi quelqu'un qui, un petit peu plus tôt, dans les années 1880, s'était intéressé à cette fameuse chose publique. Donc, quelque part, la naissance du management privé, du management public, est très, très proche. Et en vérité, on pourrait même dire que le management public a peut-être intéressé, dans son acception moderne, a peut-être intéressé même un peu plus tôt que le taylorisme tel qu'on peut le connaître. Puisque finalement, Wilson écrit d'abord dans les années 1880. Ce qui m'amène finalement à rapprocher la France et les États-Unis, c'est quelques parallèles frappants, notamment le rôle symbolique finalement de Taylor à l'ère progressiste, un moyen finalement de concilier économie avec amélioration des conditions sociales, avec productivité, expansion d'entreprises au comportement plus juste et pas seulement en train de truster un marché. On a l'idée aussi qu'il faut arrêter, que les barons voleurs et leurs pratiques doivent cesser et qu'on doit avoir plus d'entrepreneurs de la trempe d'Henry Ford. Et Wilson et Ford se rencontrent pour la première fois en 1914, justement à l'occasion des débats sur les lois antitrust, parce que Ford incarne l'entrepreneur nouveau, contrairement à Rockefeller et à tous ceux qui exploitent, en tout cas dans la pensée collective, les travailleurs. On a aussi le fait que Wilson, en tant que président et en tant que président qui va être très stable dans le temps, va permettre la promotion d'un certain nombre de politiques favorisant l'efficience publique et privée, qui va être aussi en lien avec après une géopolitique mondiale, puisque l'ordre mondial de Wilson, c'est quelque part le rêve sur lequel on construit plus tard l'Union européenne. Entre-temps, on a aussi des grandes figures comme Jean Monnet qui vont passer de part et d'autre de l'Atlantique à ces moments-là, puisque Jean Monnet est extrêmement précoce et connaît très bien les deux systèmes. Donc, quelque part, on n'a pas... Voilà, je ne veux pas dire que que Fayol a lu Wilson, je ne pense pas, mais quelque part, on est sur une nébuleuse d'idées qui se rapprochent. Et finalement, Fayol, on le connaît, est un auteur qui a beaucoup agi sur la Troisième République, qui a beaucoup influencé notre ère. Et bien que ce ne soit pas peut-être passé par les mêmes canaux, un certain nombre d'idées convergent. Et comme le signifiait Rocher, donc c'est un professeur de management public à Aix-en-Provence sur l'Institut de management public, il est quand même nécessaire aujourd'hui de mieux comprendre
ce que signifie la direction d'une institution publique d'un point de vue aussi ontologique. Et finalement, ce retour aux sources peut nous permettre de mieux savoir à partir de quoi finalement le management public, le nouveau management public se distingue et qu'est-ce qu'on a peut-être oublié en chemin au niveau éthique, au niveau pratique, au-delà de la gouvernance purement par les chiffres. Voilà, j'ai promis de faire court. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, peut-être, des questions par rapport à ça? Mais merci en tout cas de… Ah bien. Oui. Alors, il va faire 2 mandats. Il est élu d'abord en 1913 et puis il finit son deuxième mandat pendant la Deuxième Guerre mondiale. En fait, il va connaître les deux guerres. Oui. Exactement. Il rentre dans une… il devient dément. Il devient trop âgé, tout simplement. Je crois qu'il a, si j'ai bien compris les textes, un début d'Alzheimer qui, effectivement, après… l'empêche de terminer son mandat au niveau de sa santé. Et la SDN, il n'arrive pas à faire ratifier la SDN par le Congrès américain. Oui, ça. Non, et effectivement, il n'y arrive pas, mais sa doctrine va vraiment perdurer. Et quelque part, tout ce qu'on reporte souvent aux années 60-70 avait un certain nombre de ferments dès ce qu'on appelle l'ère progressiste, c'est-à-dire les années 1880 jusqu'à vraiment Première Guerre mondiale. Enfin… En tout cas, ça m'a impressionné de me dire qu'un auteur qui avait défini ce qu'était science administrative, qui a été président des États-Unis et qui a fait diffuser avec aussi Brandeis le management scientifique, au départ soit absent de notre façon de concevoir le management public. Oui. Mais quelque part, de ce raisonnement naïf, de ce questionnement naïf, je pense qu'en fait, ça nous permet surtout de répondre à des questions aujourd'hui de penseurs du management public qui voudraient mieux comprendre le point de départ et peut-être revenir aux sources pour savoir ce qu'on a oublié dans du NPM, qui d'ailleurs, finalement, arrive un peu à son terme aussi. Donc, il est temps de se souvenir du passé pour arriver aussi à réformer quelque chose qui s'essouffle. Faire la distinction, voir les relations entre, effectivement, toute la science administrative qui est portée par une conception de l'État en France avec, effectivement, les États-Unis qui n'ont pas la même conception, ce qui amène à des choses assez… Et en même temps, on a des grèves énormes des deux côtés de l'Atlantique. En même temps, on a la question syndicale. On a beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là. Et l'idée de fairness aux États-Unis va quand même avoir des choses proches, puisqu'en France, les évolutions de la question de l'administration vont être aussi tournées et orientées vers la question de justice sociale. Alors, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes traductions, il y a des choses qui reviennent, quoi. Il y a vraiment quelque chose de commun. Et puis, il ne faut pas oublier que l'Allemagne, à ce moment-là, quand même, a fait former un certain nombre de scientifiques, a eu beaucoup d'influence. Il y a tout de même quelque chose qui, d'un point de vue européen et états-unien, se passe à cette époque. Très bien. Je pense qu'il y a aussi une contemporanéité avec les… alors, aux États-Unis, c'est l'époque où, en fait, la conquête du territoire est achevée avec l'achat de l'Alaska, donc en 1960. Et en France, en fait, c'est commencer à gérer de manière efficace, on va dire, les colonies. Oui. 60, 70, donc 30 ans au début de l'Algérie. Et là, on commence à, je pense, à se poser des questions sur la gestion de l'empire français. Est-ce que c'est contemporain? Il y a un lien total. C'est la science de gestion sur aider l'administration française à mieux gérer ces territoires. Il y a l'idée de l'émergence du conservationnisme à ce moment-là aux États-Unis en disant il faut arrêter de polluer notre propre terre vu qu'on a fini de conquérir le territoire, il n'y en a pas plus. Donc, oui. Je connais très très peu par contre pour le coup l'histoire de l'Algérie, mais de ce que j'ai cru comprendre, et c'était assez spécifique de ces colonies, justement on n'essayait pas de développer ces colonies. Pourquoi? Parce qu'on a eu peur que ce qui s'est passé avec l'Afrique du Sud, c'est que la colonie s'autonomise et déclare son indépendance. Et ça, on le développait. Voilà, mieux les gérer. Mieux gérer. Ouais, mieux les gérer. Oui, on doit voir. Parce que l'Indochine. Bref. On doit avoir des réflexions sur la gestion des domaines coloniaux. Est-ce qu'on cherche à être nécessairement plus efficace? Ça, c'est une bonne question, sachant qu'on doit estimer que de toute façon,
on a la vision, à mon avis, qu'on a des travailleurs coloniaux qui est, bon, n'est pas bien sûr que ce soit des êtres humains. Donc est-ce qu'on doit vraiment être efficace ou est-ce que de toute façon qu'on enterre qu'on enterre 1 ou 2 millions, c'est pas grave, hein, on n'est pas à ça près, on doit avoir, je sais pas. C'est aussi une bonne question à se poser. C'est vrai qu'on est dans un contexte colonial et qui n'est pas le même, enfin, qui, d'une certaine, oui, il y a les alors, ils sont en pleine guerre du Mexique à ce moment-là. Wilson gère effectivement à ce moment-là le conflit sur les territoires mexicains. Il y a la question, je ne sais pas s'il y a pas la question des Philippines, mais en tout cas, elle n'intervient pas trop sur la... Enfin, il y a en tout cas quelque chose à regarder, mais qui n'aura pas tout à fait le même angle. Mais je vais regarder si ça ne peut pas alimenter cette idée de parallèle. Ouais. Merci, c'est une très bonne question. Je vais peut-être